13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h19, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline pour décrypter l'actualité, la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. C'est mon tandem du mardi, Paul et Laetitia. Je suis ravie de vous retrouver. Nous aussi. Et on va évidemment revenir sur l'actualité. J'avais envie de commencer avec cette annonce. Vous le savez, le projet de loi de finances présenté par le gouvernement prévoyait des baisses de dotation parfois conséquentes pour de nombreux ministères, sauf pour l'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis voilà, nouvelle donne ce matin. Écoutez Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. L'Élysée, l'Assemblée et le Sénat ont renoncé à ces augmentations dans un cadre d'efforts global sur les dépenses aujourd'hui. On demande beaucoup d'efforts, on le sait, aux concitoyens, notamment les plus aisés. On en demandera aux entreprises. L'ensemble des ministères se seront mis à contribution et c'est vraiment le premier levier d'efforts dans ce budget. Et dans ce contexte, il m'apparaît normal, à titre personnel, que chacun puisse prendre sa part. Il ne s'agit pas, je le dis, d'incriminer le fonctionnement de telle ou telle institution. C'est une décision qui sera bien accueilli par nos concitoyens. Voilà, Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, Laetitia Strauss-Bonnard, je vous vois hausser les sourcils. C'est pour donner l'exemple, hein, officiellement. Oui, mais ça, c'est tellement bizarre qu'il faille attendre qu'il y ait quelques remous. Il y avait une polémique qui était en train de monter, ouais. Revenir sur ce genre de décision, c'est incompréhensible en fait. Ils auraient dû, dès le départ, traiter l'Élysée et les assemblées comme les autres ministères et même peut-être montrer l'exemple en imaginant des baisses de dépenses ciblées, pourquoi pas. On peut même imaginer que des ministres renoncent à une partie de leur salaire ou ça s'est fait, ça s'est vu dans d'autres pays. D'autant qu'on demande aux Français de réduire leur train de vie ou alors pour certains évidemment de faire des coupes sévères bien dans sûr. Leur budget. Et puis le problème c'est que comme toujours cette espèce de ce sentiment d'exception alimente certains fantasmes parce que maintenant on voit fleurir sur Internet, sur les réseaux sociaux, diverses théories sur les salaires, sur les retraites, des personnalités politiques qui sont souvent fausses. Hein. On s'imagine que ces gens ont des retraites faramineuses, qui ne paient pas d'impôts. Enfin, on entend toutes sortes de choses. Et ce genre de... Ils ont des avantages, effectivement, en nature. Voilà, mais souvent, on les exagère. Et puis, on ne prend pas en compte aussi le travail souvent très important qu'ils fournissent, en tout cas la majorité d'entre eux. Et malheureusement, ce traitement d'exception, d'une certaine façon, qu'on vient de voir encore là aujourd'hui, ne va pas aider à réduire la méfiance. Et les gens se méfient de plus en plus. Alors, des chiffres concrètement, c'était plus 3 millions dans ce budget pour l'Élysée, plus 6 millions pour le Sénat et plus 10 millions pour l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. C'est des sommes, c'est important de le rappeler. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on donne ces chiffres, il y a deux façons de les lire. Si on les lit comme ça de façon un peu brute, on se dit, mais enfin, 3 millions d'euros, c'est énorme. C'est vrai que pour le commun des mortels, c'est beaucoup. 3 millions d'euros, c'est même considérable. Mais à l'échelle du budget de l'État, c'est de l'ordre du symbole. Et effectivement, moi j'avais... Mais ça, plus ça, mis bout à bout, voilà, on fait des économies de bout de ficelle sur plein de ministères aussi. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui était illogique, c'était qu'il y a un traitement différent entre le palais de l'Élysée, par exemple, et je ne sais quel ministère. Donc ça, c'était logique. Je sais que dans le budget initial, dans ce qui était prévu pour l'Élysée, il y avait une partie qui devait être compensée par des recettes de la boutique de l'Élysée. Il y a une boutique aussi à l'Assemblée nationale dans laquelle vous pouvez acheter, je ne sais quoi, des mugs, des stylos, des chaussettes aussi. Des chaussettes, toutes sortes de choses. Je sais que Laetitia raffole des chaussettes de l'Assemblée nationale, par exemple. C'est pour mon mari. Non, mais bon, il n'y a pas de mal. Hein. Et non, pour être plus sérieux, ça devait aussi dégager des recettes. Bon, moi je pense que c'était effectivement une position difficilement tenable. On entend les ministres, notamment à Bercy, nous dire qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut, sans prononcer jamais le mot rigueur ou austérité. Mais enfin, il y a quand même un peu de ça. Ça paraissait complètement à contre-courant que le palais Bourbon ou le palais de l'Élysée puisse être doté de moyens supplémentaires, dont acte, ils ont réagi. Mais il est vrai que on est quand même dans un climat de défiance politique qui est terrible, d'inquiétude, de fake news, il faut bien le dire. Quand on entend, des fois, c'est vrai que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des trucs qui racontaient que les ministres gagnaient 30 000 euros par mois, avaient des voitures avec chauffeur jusqu'à la fin de leur jour, tout ça est faux. Et ils sont payés, les ministres, à peu près comme dans la plupart des pays de l'OCDE ou dans les pays de l'Union européenne, parfois même un peu moins. Ils ont des avantages
pendant leur ministère, mais pas après. Donc, faut pas non plus exagérer sur cette gabegie-là. J'entends qu'il y a des économies à faire. Non, mais c'est le timing qui interpelle. C'est toujours pareil. Voilà. À l'heure où on demande des l'incohérence. économies conséquentes aux Français. Hier soir, il y avait un dîner fastueux, effectivement, avec le roi de Belgique. Voilà, c'est des dîners d'État. Mais ça fait partie voilà. Mais c'est vous savez, on reprochait pas les dîners d'État au général de Gaulle quand il en faisait, parce que la France allait mieux et que le pays allait bien. Oui, mais si quand le même. pays va bien, on va pas reprocher d'aller recevoir des têtes couronnées avec du bon vin. Quand même, à l'époque du général de Gaulle. Le général, il payait l'électricité à l'Élysée. Oui. Absolument. Voilà. Et puis, ses invités personnels. Voilà, ses invités personnels. Et il y C'était une autre avait époque. aussi une apparence de frugalité de la part de Gaulle et de sa femme. On sentait bien que chez eux, il y avait tout le service de l'État, mais au sens vraiment le plus profond. C'est vrai que, on a vu entre-temps passer un certain nombre de générations de politiques qui n'avaient pas ce respect-là. Et puis, il y a eu diverses affaires. Il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu les histoires de oui, c'est vrai. les homards de Monsieur de Rugy. Et bien sûr, c'est peut-être dérisoire quand on compare au budget de l'État, mais ça n'est pas dérisoire comme comportement. Voilà, ça a un sens, ça a une signification morale et c'est important. Je pense que ces gens donnent l'exemple. Oui. Évidemment, oui, Paul. Non, mais pour prolonger ce qui a été dit, moi je crois vraiment beaucoup à la pratique gaullienne du pouvoir, c'est-à-dire austérité et frugalité en ce qui concerne le train de vie du président. Effectivement, Madame de Gaulle, ça a été relaté tout ça dans toutes sortes de livres, qui faisait sa vaisselle le soir et qui disait à ses invités, vous essuyez. Enfin, aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Incarne plus, selon vous, Michel Barnier incarne-t-il plus l'austérité qu'Emmanuel Macron? Je vais être franc avec vous, j'aime bien la pratique du pouvoir de Michel Barnier, pour ce que j'en ai vu. Après, il a été au Quai d'Orsay, il a été ministre de la Pêche et de l'Agriculture, il a une longue carrière, on a vu comment il pratiquait le pouvoir. On imagine assez mal Monsieur Barnier surprofiter des avantages de l'État. Donc je pense qu'il porte en lui une certaine forme de rigueur personnelle qui est tout à fait bénéfique et qui s'apparente davantage à la pratique, je dirais, gaulienne du pouvoir. Donc ça, c'est très positif. Et effectivement, comme on disait, c'est de l'ordre du symbole, mais ça a toute son importance dans l'adhésion que peuvent avoir les Français pour leurs représentants. Donc ça a vocation à être ça, la pratique de la vie politique. D'accord, pas d'accord sur l'incarnation de Michel Barnier? Oui, assez d'accord. Tout à fait, oui. Il a quelque chose d'apaisant finalement. Après aussi beaucoup déjà de changements de Premier ministre et puis un précédent Premier ministre beaucoup plus jeune, qui parlait très vite, qui était assez nerveux. Là, on a l'impression de retrouver une sorte de grand-père bienveillant, Carcassonne, raconte une histoire. Qui veille sur nous. Bon, je n'irai peut-être pas jusque-là. Ouais. Faut pas trop qu'il nous en raconte des histoires non plus. Oui, voilà, c'est ça. Une histoire, pas des histoires. Ouais. Bon, on reste ensemble évidemment avec Laetitia Strauss-Bonnard, avec Paul Melun. On va continuer à parler de ce budget, qui cristallise la tension, mais aussi ça se tend. Les tensions sont fortes, notamment dans cette fameuse coalition. Que reste-t-il de cette coalition? On en parle tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 13h 14h. C'est Aline Géraud sur Europe 1. Europe 1 13h. 13h, 14h. Europe 1 13h. 13h32 sur Europe 1, Céline. On vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour, Laetitia Strauss-Bonnard, journaliste et essayiste, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et si on parlait un peu de budget, un peu d'argent, un peu de ce qui nous attend? On va avoir une semaine rock'n'roll dès demain, effectivement. Ce projet de loi de finances va donc être examiné en commission dans une ambiance, on va dire, de tension particulièrement forte, notamment au sein même de la coalition qui est très divisée. Alors question, Paul Melun, est-ce que ce budget va passer le cut? Ça va être délicat. On le savait depuis le début. De toute façon, vraisemblablement, je vous apprends rien en vous le disant, mais ça va passer par 49.3. Je vois pas comment ça peut passer autremment. Et ensuite, moi, il y a une chose qui m'inquiète sur ce budget, et d'ailleurs, ça fait lien avec ce qu'on disait juste avant sur le train de vie du Palais de l'Élysée ou du Palais Bourbon. C'est tout ce dont on nous a parlé avec ces augmentations d'électricité, de gaz. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Augmentation d'impôts ou de taxes, si c'est à destination des plus riches ou de grandes entreprises, comme ça avait été esquissé avec cette histoire, vous savez, des ménages qui gagnent plus de 500 000 euros par an, ou des entreprises très très riches lorsqu'elles réalisent 65 000 foyers, des super profits. Oui, ça touche peu de monde, mais ça peut rapporter peut-être un peu d'argent. Mais en tout cas, 3 milliards, lorsque ça a priori, touche, autour de 3 milliards. On est déjà plus que 3 millions de l'Élysée. Effectivement, si ça touche comme ça, de façon sporadique, certaines catégories de Français,
pourquoi pas. En revanche, tout ce qui s'apparenterait à une augmentation d'impôts en population générale, chez les classes moyennes notamment, où évidemment les Français les plus défavorisés, ça serait aussi au service à la personne, qui risque d'être raboté. Ça bien aussi, sûr. C'est du quotidien. Bien sûr. Donc toutes ces choses-là, si vous voulez, il faut être extrêmement vigilant, parce que je rappelle toujours, quand j'ai face à moi des macronistes ou des membres du gouvernement, de dire, mais vous savez, c'est comme ça que ça a commencé avec les Gilets jaunes, sur la taxe. Donc il faut être très prudent sur tout ce qui peut avoir une incidence sur la vie des Français. Et quand j'entendais, c'était Madame Pannier-Runacher parler de l'augmentation du gaz, je dis, mais ces gens-là, ils sont pas raisonnables. L'électricité, c'est pareil. Bon, pour vous, c'est quoi? C'est une bombe à retardement? C'est quoi? Moi, je pense que si on n'y prend pas garde, ça peut très mal se passer, que ça peut très mal, comment dirais-je, que la réaction en France peut être très mauvaise, et que un certain nombre de nos compatriotes ne seront pas contents de ce budget. Donc il faut être prudent, oui, à faire des économies sur le fonctionnement de l'État, pourquoi pas. Il y a un certain nombre de travaux, là je vais peut-être faire plaisir à Laetitia, notamment sur les sujets de la bureaucratie, de l'administration, où il y a peut-être des économies à faire, suivez mon regard, mais après, il y a quand même des choses qu'il faut sanctuariser, nos services publics, pas de suppression d'emplois dans un certain nombre de services publics très importants, je pense à la police, aux pompiers, etc. Pas aux collectivités territoriales qui sont visées. Les collectivités territoriales, moi je pense qu'on pourrait faire des économies sur les collectivités territoriales. Alors il y en a qui hurlent quand je dis ça, pas toutes les collectivités, les petites communes, une commune de 1000 habitants, les pauvres ils n'ont pas beaucoup de sous. Par contre, certains conseils départementaux ou régionaux ou certaines métropoles, il y aurait vraiment des économies à faire. Laetitia Strauss-Bonheur, est-ce que ce budget va passer le cut ou pas selon vous? Oui, on se dirige aussi vers un festival de 49.3, mais j'ai quelques désaccords avec ce que vous avez dit, Paul Melun. C'est pour ça qu'on est là. Allez-y, franchement. D'abord sur les impôts dits exceptionnels sur les plus riches. Ah oui. Alors déjà, ce sont des montants assez faibles, et on ne peut pas faire tous les ans la même chose. En fait, on est en train là de boucher les trous. C'est temporaire, de toute façon, c'est ce qui est annoncé. C'est temporaire, mais donc ça veut dire en plus que l'année prochaine, le problème se reposera de la même façon. Ouais. Sauf si on a une croissance exceptionnelle, ce qui n'est pas à ce jour le cas, et ce qui n'est pas prévu non plus. Mais il faut se méfier déjà de cette idée qu'un impôt serait exceptionnel. Et ensuite, je ne pense pas que ce soit indolore. On se dit toujours, si on taxe les grandes entreprises et les riches, bon, ils ne se rendent quasiment pas compte, c'est pas grand-chose, ça permet de passer l'hiver d'une certaine façon, mais il y a une incidence sur les entreprises. Il y a une incidence sur le consommateur indirectement, parce qu'une entreprise va changer la structure de ses coûts, elle va peut-être augmenter ses prix, donc il peut y avoir une incidence sur le consommateur. C'est ce qu'on appelle le coin fiscal, en fait. C'est que la fiscalité... Sur des super profits. Mais pas... Alors, attention à la notion de super profit, qui est un peu floue, mais là, j'en reste à cette idée de absence d'incidence. Ça, c'est pas sûr. Ensuite, sur les gens très riches, oui, peut-être qu'il n'y a pas d'incidence directe, mais ces gens vont peut-être moins consommer aussi. Et quand vous consommez moins, eh bien, vous faites moins tourner l'économie. Ou s'en aller pour certains. Moi, je ne crois pas à cette distinction entre la classe moyenne, les humbles Français qu'il faut à tout prix protéger, et puis les autres, les riches, les entreprises, alors qu'on peut matraquer parce que ça n'a pas d'incidence. Elle existe de fait, sinon on n'aurait pas fait un impôt sur le revenu progressif. Mais justement, il y a une incidence. Et ça suffit. C'est déjà une bonne chose d'avoir un impôt progressif, si vous voulez. Mais je pense que si vous en rajoutez, il y a un seuil à partir duquel, après ce seuil n'est pas mathématique, on le découvre. Non. Un seuil à partir duquel les grandes entreprises ou les foyers les plus aisés sont découragés d'investir, de travailler, de rester en France, de consommer. Et moi, je m'inquiète vraiment de cette perspective. Alors cette perspective qui est tendue, qui est complexe, voilà, qui est un peu anxiogène aussi pour effectivement tous les Français, et qui est attisée aussi par le jeu de Gérald Darmanin, de Gabriel Attal, qui jette de l'huile sur le feu en permanence, un peu poil à gratter, mais est-ce que ça ne sème pas encore un peu plus le chaos? Mais parce que le sujet des impôts est tellement épineux et crée tellement de conflictualité dans la société que de fins limiers de la politique comme Gérald Darmanin se disent que s'ils veulent déstabiliser le gouvernement Barnier, ils s'y prennent pas autrement que de dire attention, il va augmenter vos impôts, mesdames, messieurs, etc. Ça fait un peu caprice d'enfants gâtés, qui n'ont pas été bien servis à la récré. En tout cas, je suis pas sûr que M. Darmanin dirait ça s'il avait été nommé au Quai d'Orsay. Voilà. Toujours est-il que, après, il serait peut-être tenu à la solidarité gouvernementale. En même temps, il défend la politique qu'il a menée quand il était non, moi, ça me choque pas au sein du gouvernement, des gouvernements précédents. Les macronistes ont toujours défendu les baisses d'impôts.
Oui, continue à le faire. Oui, mais à circonstances exceptionnelles, on peut imaginer. Non, mais Gabriel Attal qui dit, par exemple, le projet de loi immigration, voilà, c'est pas une priorité, alors que lui-même n'a pas fait voter les amendements. Non, je veux dire, dans l'idée de, voilà, de cristalliser l'attention et de créer des tensions, non, quoi. C'est un secret pour personne, je trahis pas de secret en disant qu'il y a dans cette non-majorité, dans cette coalition, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, des lignes de fracture, qu'elles sont importantes, que tout le monde dans ce paysage-là ne s'entend pas très bien, qu'il y a des différents, sur le fond aussi, des différents idéologiques, et d'ailleurs ça existe dans toute famille politique. Je veux pas ici rappeler la grande époque du hollandisme où il y avait les frondeurs, ceux qui étaient des légitimistes au président Hollande, etc. On est quand même là au bout de 7 ans de pouvoir, il y a de l'usure, c'est compliqué de tenir les troupes au sein de l'ex-majorité présidentielle et également maintenant avec ce nouvel acteur que sont les Républicains. Donc c'est très difficile. Un sujet comme le budget, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui cristallise énormément et qui dit énormément de ce qu'est la politique que vous choisissez. Et c'est des débats qu'on a et nos désaccords avec Laetitia le montrent. C'est-à-dire que c'est des débats très structurants pour un pays. Plus ou moins d'impôts, plus ou moins de redistribution des richesses, comment faire la croissance. On en parle peu de la croissance en ce moment, mais comment faire des gains de productivité, comment reproduire en France, comment refaire de l'industrie française. Enfin, là, on touche à tous les champs de la politique. C'est d'autant plus compliqué que nous n'avons pas affaire à une vraie coalition qui se serait mise d'accord après les élections pour faire un programme ensemble. Oui, c'est ça. C'est un patchwork, en fait. Une coalition à l'allemande, par exemple, ce sont des partis différents qui se mettent ensemble, qui écrivent un contrat de coalition et donc il y a un programme. Là, ce sont des gens, voilà, Pampagna, si vous voulez, qu'on a mis ensemble et qui doivent faire des choses qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, qui défendent même des choses contradictoires en fait d'un ministère à l'autre, d'un ministre à l'autre, on a des idées différentes. Et donc comment vous voulez qu'ils pensent disons la dépense publique et la fiscalité française dans l'époque dans laquelle nous sommes, qui alors justement, exige de faire beaucoup d'efforts. L'époque qui est effectivement à la posture, à la communication. Écoutez, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et des Anciens Combattants, il était l'invité hier de C'est à vous, et pour lui, un ministre doit faire preuve de retenue lorsqu'il est au gouvernement, de l'action avant la communication. Je pense que à l'heure où il y a beaucoup de médias, de réseaux sociaux, de capacité au fond à communiquer, je pense que les femmes et les hommes politiques doivent renouer avec une forme de sobriété. Je pense qu'un peu de retenue, notamment lorsqu'on est au gouvernement, ne peut pas faire de mal. Que l'action doit précéder la communication et pas l'inverse. Et je pense qu'on désespère beaucoup nos concitoyens à être dans un bavardage incessant. Et inversement, il ne faut pas avoir peur de communiquer lorsqu'on a des choses à vendre, des choses à valoriser, un débat, des débats d'idées, des convictions, parce que c'est le sens même évidemment d'une démocratie que de le faire. Voilà, en quelques mots de la retenue. C'est pour ça qu'il va, c'est à vous pour le dire. Oui. Il va dans un média pour dire arrêtons de communiquer. Enfin, franchement. Sa source d'inspiration, c'est Bernard Cazeneuve. Il s'en cache pas. Là, je trouve qu'on est un petit peu. C'est une situation tellement paradoxale qu'elle se passe de commentaires. Oui, mais ne soyons pas trop durs. Il fait pas partie de ceux qui ont été dans l'inflation communicationnelle depuis qu'il a commencé sa vie politique. C'est un homme qui est sérieux, qui est bosseur, qui a une pratique du pouvoir assez distante des médias. Si vous dites mon point fort, c'est d'être dans l'action, et c'est ça que j'attends d'un responsable politique. Et c'est ça que je m'impose à moi-même. Vous commencez par le faire avant de le dire. Mais sur le fond, moi je pense qu'il a quand même raison. En écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pratique du pouvoir de Michel Barnier, à mon avis, le temps est au retour des hommes et des femmes politiques qui savent prendre du recul et pas être dans l'hyper-communication de tout le temps. Et là, il y a une rupture dans la façon d'exercer le pouvoir par rapport à Gabriel Attal, qui avait certes beaucoup de talent, mais qui était quand même systématiquement dans la communication, réseaux sociaux, médias, les bruits de couloir par les communicants, etc. C'était quand même la pratique du pouvoir à la Gabriel Attal. Là, aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir un peu autre chose. Et ça fait réagir. C'est une génération politique différente. Et ça fait beaucoup réagir d'ailleurs. On a un auditeur, Alain, qui nous appelle au 01 80 20 39 21. On va l'entendre dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. On continue à parler de cette coalition qui se fracture, et on parlera aussi du projet de loi immigration dans quelques instants. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Europe 1, il est 13h42. Europe 1 13h. 13h, 14h. Europe 1 13h. 13h46 sur Europe 1. Europe 1 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et notre auditeur Alain qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup de nous appeler, Europe 1 13h. Vous souhaitiez réagir, on en parlait il y a quelques minutes, des divisions, des tensions avant l'examen du budget à l'Assemblée. Oui, c'est-à-dire le pays est quand même dans une situation où on a besoin de mesures fortes
comme l'a dit, je crois que c'est Édouard Philippe, il faut mettre de l'ordre dans les comptes et mettre de l'ordre dans la rue. Et donc, on parle d'économies de 60 milliards qu'on n'arrivera sans doute pas à faire, qui ne sont pas des vraies économies, parce que c'est une réduction par rapport à une dérive qui serait déjà en augmentation. Dans une entreprise, quand vous avez des problèmes, le chiffre d'affaires est difficile, vous bloquez les dépenses. C'est-à-dire, vous dites, j'ai dépensé tant en 2023 ou en 2024, je fais la même chose en 2025. Mais ça implique un consensus politique, et les événements récents montrent que la France n'est pas un pays de consensus, de coalition, que ce soit des coalitions sur un programme comme en Allemagne ou dans d'autres pays. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi la France n'arrive pas à s'unir, y compris quand la dette est abyssale et que la situation est urgente? Peut-être par un manque total de pédagogie. Regardons comment l'économie est enseignée déjà dans les lycées, ça commence là. Donc le sentiment quelque part que l'argent d'État en particulier est gratuit, c'est le monopoly, quoi, qui peut être distribué, etc. Et même dans l'histoire, on a toujours vu qu'il a fallu des véritables électrochocs pour qu'on redresse la base. Je pense à De Gaulle 58. S'il n'y avait pas eu l'affaire algérienne, on n'aurait pas eu le nouveau franc, le plan Rueff-Pinet, etc., etc. Donc, je suis assez pessimiste dans la situation actuelle, parce que le personnel politique d'aujourd'hui se distingue plutôt par des chamailleries sur des petites choses que par une vraie vision. En tout cas, ceux qui ont une vision n'arrivent pas à l'exprimer ni à la faire partager. Vous pensez qu'ils n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation ? Aussi, mais leur agenda personnel passe avant la gravité de la situation générale. C'est clair. Merci Alain, effectivement, qui nous écoute dans les Yvelines et qu'on remercie. Europe 1 13h, vous le savez, jusqu'à 14h, chaque jour, vous pouvez nous appeler pour réagir. Voilà, c'est évidemment du concret.